sont pas très différents de ceux de l'adulte, d'accord? On va parler de constante, de courbe pression-volume, de compliance, de contractilité, de précharge et de post-charge. Tout ça, c'est des notions dont vous avez déjà, je pense, entendu parler. Donc pour que vous compreniez un peu les abréviations qu'il y aura dans ce diaporama, le débit, c'est représenté par un Q, ça jusque-là, ça va. Donc le débit systémique, c'est le QS, le débit pulmonaire, c'est le QP. On va parler beaucoup aussi de résistance vasculaire systémique et pulmonaire, donc RVS, RVP, et puis les pressions systémiques, pression syst et les PAP. Donc qu'est-ce qui régit de manière générale la circulation et l'oxygénation des tissus? C'est la loi de Poiseuille et le principe de Fick. Donc la loi de Poiseuille, vous en avez certainement entendu parler dans vos études de médecine. C'est la loi qui dit que le delta de pression à l'entrée, enfin entre l'entrée et la sortie de n'importe quel organe dans le cœur correspond au débit multiplié par les résistances vasculaires. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on dit débit égale pression à l'entrée moins pression à la sortie, et la formule qui régit les résistances, c'est pi fois R4, enfin R puissance 4, 8 fois la viscosité et la longueur du vaisseau. D'accord ? Vous savez aussi que le débit, c'est le volume d'éjection systolique multiplié par la fréquence cardiaque, on en reparlera après. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette loi? C'est que la principale chose qui détermine les résistances vasculaires pulmonaires, c'est le diamètre ou le rayon interne du vaisseau. D'accord ? Ça, c'est très important. Plus on est vasoconstricté, plus on a des résistances importantes. Et c'est ça qui va faire qu'on équilibre en permanence notre oxygénation, notre débit cardiaque. On joue aussi sur la viscosité. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des CIV à gros débit qu'on transfuse pour augmenter la viscosité sanguine, pour diminuer les résistances, enfin le shunt à travers les poumons. Donc on peut jouer aussi là-dessus, mais vraiment ce qui est déterminant, c'est le rayon. Et donc c'est pour ça aussi que quand on a une hypertension artérielle pulmonaire fixée, parce que les artères pulmonaires se sont musclées, on a une média épaisse, on a une diminution du rayon des artères pulmonaires et une augmentation des résistances. Et ça, c'est un mécanisme qui est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Donc dans un cœur normal, on a donc ce débit pulmonaire qui est égal au débit systémique, hein, vous êtes d'accord, il n'y a pas de shunt. On éjecte le même débit dans l'artère pulmonaire et dans l'aorte. Et donc le gradient de pression entre l'aorte et l'oreillette droite, c'est le débit systémique fois les résistances systémiques. Et le gradient de pression dans l'artère pulmonaire, enfin dans la circulation pulmonaire, c'est les pressions dans l'artère pulmonaire moins les pressions dans les VP. Et donc c'est le débit pulmonaire fois les résistances pulmonaires. Donc pression dans l'aorte, pression dans l'OD, ça c'est pour les résistances, pour calculer le débit et les résistances vasculaires systémiques, et pression dans l'AP et dans les VP pour calculer le débit, les résistances ou les pressions dans la circulation pulmonaire. Donc les volumes des ventricules sont définis par les conditions de charge du cœur, ça va, la précharge, la post-charge, et les propriétés du muscle cardiaque, c'est-à-dire sa compliance et son élastance. On verra après ce que ça veut dire dans les courbes pression-volume. Donc le volume télésystolique, il dépend de la contractilité du ventricule et il dépend de la post-charge du ventricule. Et le volume télédiastolique, il dépend de la compliance et de la précharge. La loi qui régit, qui est à la base de la contraction cardiaque, c'est la loi de Starling, dont vous avez sûrement déjà entendu parler aussi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi de Starling? Elle dit que pour assurer le débit, les fibres vont se contracter en développant une tension artérielle qui est directement en lien avec l'étirement des fibres. D'accord? C'est-à-dire plus les fibres sont étirées, plus on développe une tension artérielle importante, et donc plus on peut se contracter. Ok? Donc ça, est-ce que vous avez déjà vu, je pense que vous avez déjà vu des courbes pression-volume. Donc ça, c'est les courbes pression-volume d'un cœur en série adulte. C'est les mêmes pour l'enfant, hein, d'accord, pour le grand enfant. Peut-être pas pour le nourrisson ou le nouveau-né, on va le voir plus tard. Mais pour le grand enfant, ça fonctionne aussi. Donc on a cette courbe de compliance qui est le reflet de la fonction diastolique, d'accord. C'est la capacité d'un muscle ou du muscle cardiaque à se laisser distendre pour accepter le volume sanguin et notamment le volume diastolique. Et puis on a l'élastance qui est la capacité à se contracter. Donc vous voyez que ça c'est une courbe qui est exponentielle et ça c'est une courbe pression-volume qui est plutôt linéaire, et ces deux courbes on les construit en gros in vitro en forçant la fermeture des valves, d'accord. Mais donc à partir de ces courbes on va pouvoir réfléchir sur les différentes situations normales et pathologiques en cardiologie pédiatrique et congénitale. Donc l'élastance, on l'a dit, la capacité d'un muscle à développer une certaine pression en partant d'un certain étirement des fibres. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce qui régit
tout ce cycle cardiaque, c'est le cerveau, d'accord? C'est lui qui fixe la pression aortique, c'est lui qui va dire comment se contracte le cœur pour éjecter dans l'aorte, d'accord? Donc on commence la pression aortique dans un cœur normal, elle est en gros à 100. Vous avez ici la phase de contraction, de relaxation isovolumique, on en parlera plus tard. Quand on atteint quand le volume et la pression dans le ventricule font que la pression ventriculaire est inférieure à la pression auriculaire, et ben on est dans la phase diastolique où la valve mitrale va pouvoir s'ouvrir, d'accord? La pression dans l'oreillette est supérieure à celle du ventricule. Donc la valve mitrale s'ouvre et la diastole commence. Et donc on va remplir son ventricule. Vous voyez dès le début qu'au début on augmente très peu la pression pour l'augmentation du volume. Et puis plus on avance dans le volume, plus les pressions augmentent. D'accord? Et donc c'est ça qui définit la compliance d'un ventricule. Un ventricule peu compliant, pour une augmentation modérée du volume, va augmenter rapidement ses pressions. D'accord? Donc ce volume télédiastolique augmente, le ventricule se remplit et quand on a atteint une pression dans le ventricule qui est supérieure à la pression dans l'oreillette, la valve mitrale se ferme et donc c'est ici qu'on atteint le volume télédiastolique qui est donc la précharge du ventricule. D'accord? Donc ça c'est la fermeture de la valve mitrale. Une fois que la valve mitrale s'est fermée, on entre dans cette phase de contraction isovolumique, c'est-à-dire qu'à volume égal, le ventricule va développer une pression qui va augmenter progressivement jusqu'à dépasser celle de l'aorte. Et quand la pression dans le ventricule est supérieure à celle de l'aorte, la valve aortique s'ouvre et on entre dans la systole. D'accord? Donc ici, on a l'ouverture de la valve aortique. On éjecte le volume systolique et même principe, toujours la pression dans le cœur, elle dépend du volume. Donc quand on atteint un volume qui fait que la pression ventriculaire est inférieure à la pression aortique, la valve aortique se referme et on entre dans la phase de relaxation isovolumique, qui est une phase active. Et on recommence le cycle. Et donc le volume d'éjection systolique, c'est ce volume entre le volume télédiastolique et le volume télésystolique, qui est celui qui en gros fait qu'on a une pression inférieure à celle de l'aorte. Et là, on ne représente pas le temps sur les courbes pression-volume, donc en gros, c'est le débit systémique. Et on recommence le cycle. Donc vous, ce que vous devez garder absolument, mais vous allez voir, on va réfléchir pas mal sur les courbes pression-volume après, notamment avec Guitti, c'est que l'élastance, c'est la capacité d'un muscle à développer une certaine pression en partant d'un certain étirement des fibres, et que la compliance, c'est la capacité d'un muscle à se laisser distendre par un certain volume. Et ces deux notions, elles vont être essentielles pour comprendre les différents mécanismes d'insuffisance cardiaque. D'accord? Et pour comprendre notamment aussi les shunts. Vous savez que les CIA, par exemple, shuntent sur les compliances des ventricules, alors que les CIV shuntent sur les résistances des artères. Ok. Donc si on veut construire la même courbe avec le ventricule droit, donc le ventricule droit, il a une élastance qui est plutôt inférieure à celle du ventricule gauche, par contre il a une compliance qui est largement supérieure à celle du ventricule gauche dans un cœur normal. D'accord? Donc on va avoir plutôt une courbe ici où le volume peut augmenter beaucoup sans que les pressions de remplissage du cœur droit augmentent. Et à l'inverse, on n'a pas besoin d'avoir une grosse capacité à développer une pression parce que les pressions dans la paix, comme vous le savez, sont bien plus basses que dans l'aorte dans un cœur normal. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on reprend le même schéma, donc la pression dans l'artère pulmonaire, elle est à 20 mm de mercure. Donc vous voyez que quand on passe en dessous de la pression auriculaire, la valve tricuspide s'ouvre, le remplissage du ventricule droit se fait. Ici, on a la fermeture de la valve tricuspide. La contraction isovolumique qui n'a pas besoin d'atteindre les niveaux de pression de celle de l'aorte puisque la pression dans la paix est inférieure largement. Et le volume d'éjection systolique qui est le même que celui du ventricule gauche, encore une fois, dans un cœur normal. Donc si on aborde un peu la situation de l'insuffisance cardiaque et circulatoire, on a 3 niveaux d'insuffisance cardiaque. Le premier, c'est celui de la simple congestion capillaire. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme c'est la pression aortique qui dicte la précharge et le fonctionnement du cycle cardiaque, le cœur il va maintenir, grâce à des mécanismes neurohormonaux, une précharge élevée pour avoir une pression aortique satisfaisante. D'accord? Et donc le prix de ça, c'est quoi? C'est qu'au stade congestif, on maintient une pression aortique et un débit correct, mais au prix d'une congestion, au prix d'une augmentation de la précharge. D'accord? Quand on est en insuffisance cardiaque plus sévère, on maintient toujours la pression, parce qu'encore une fois, c'est l'aorte qui dicte
combien le cœur doit développer de pression au dépend du débit. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un débit cardiaque inférieur, on a la congestion, mais comment on fait pour se maintenir? On augmente les résistances vasculaires systémiques et l'extraction en oxygène, d'accord? C'est pour ça que quand on est en choc septique ou en situation de collapsus, enfin en tout cas d'insuffisance cardiaque, on a une SVO2, un marqueur que vous devez bien connaître, qui est plus bas qu'habituellement. Et puis si le débit baisse encore, la pression finit par baisser parce qu'on ne peut plus augmenter la DAV. Tu veux prendre le relais pour les courbes pression-volume? D'accord. Donc Mathilde, elle vous a expliqué les courbes pression-volume et on va revoir ça plus en détail. Mais donc il y a 4 conditions qui altèrent les courbes pression-volume et qui correspondent toutes à des situations cliniques bien codifiées. La première, c'est l'altération de la contractilité. Donc vous avez la contractilité qui diminue comme ça. Et donc ça, vous êtes d'accord que ça c'est la courbe de l'élastance, elle va diminuer. Vous avez la contractilité qui est ici. Et donc pour maintenir la pression aortique, puisqu'au départ on n'est pas en choc, vous avez votre courbe pression-volume qui se met comme ça. Et donc qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que ici, ce qui correspond à la POG, elle augmente beaucoup. Donc vous avez, qu'est-ce que c'est comme, qu'est-ce que ça vous évoque ça comme situation clinique? Un trouble de la contractilité? Une cardiomyopathie dilatée, par exemple, d'accord, où il n'y a plus de contractilité et vous avez la courbe qui se met comme ça et vous avez donc, comme disait Mathilde, la congestion et la POG qui augmentent pour maintenir un débit cardiaque. Ici, c'est un trouble de la compliance et donc vous voyez que c'est cette courbe-ci qui représente la compliance qui est déplacée vers le haut. Et donc, à quoi ça correspond? Vous allez avoir des plus petits volumes éjectés, évidemment, puisque le ventricule n'arrive pas à se relâcher pour se remplir, et vous allez avoir la POG qui va augmenter beaucoup. Et donc, ceci, ça vous évoque quoi comme situation? Tamponnade, oui, on pourrait imaginer un choc obstructif, mais d'autres. Une cardiomyopathie hypertrophique ou un syndrome de Shawn avec un petit VG qui n'arrive pas à se laisser remplir parce qu'il est très peu compliant ou la péricardite constrictive, voilà. La cardiomyopathie restrictive aussi. Alors ici, vous avez une augmentation de la post-charge très importante, donc la courbe elle va se déplacer comme ça vers le haut, donc c'est pas la compliance ni l'élastance qui vont changer, c'est la post-charge qui va changer, et donc vous allez avoir votre courbe pression-volume qui va se déplacer comme ça, avec aussi évidemment pour garder un volume éjecté systolique qui est continu, la POG qui va s'élever. Et ça c'est quoi par exemple? Sous-aortique ou aortique ou une coarctation de l'aorte par exemple, donc un obstacle sur la voie d'éjection, d'accord? Et puis ici, une précharge qui est très augmentée, et donc ça vous allez avoir un déplacement de ce point-ci qui va augmenter beaucoup, et donc vous allez avoir votre courbe comme ça, d'accord? Après, la suite c'est comment? C'est comme ça. Attends. Ouais, attends. Je te reprends le micro. Donc la circulation fœtale, elle fonctionne extrêmement différemment de la circulation chez l'enfant ou chez l'adulte, mais elle est assez fascinante aussi. Hop. C'est bon. Donc un beau dessin qui clignote. Donc la circulation fœtale, pour ceux pour qui c'est un petit peu loin, donc on a ici le placenta qui est l'organe qui va oxygéner le bébé, jusque là tout le monde suit, avec la veine ombilicale ou ductus, qui se finit par le canal d'Arantius, le ductus venosus, qui va arriver au même endroit que la veine cave inférieure du côté droit du cœur et dont le sang, qui est du sang oxygéné, va être préférentiellement dirigé par le foramen ovale vers le cœur gauche, d'accord, pour que le sang oxygéné aille aux organes nobles qui sont avant tout le cœur avec les coronaires et le cerveau. Ok. Le sang qui arrive de la veine cave inférieure, lui, et de la veine cave supérieure est plutôt dirigé vers le ventricule droit, il va aller dans les poumons, mais vous savez que les résistances vasculaires pulmonaires sont très élevées dans la circulation fœtale, contrairement aux résistances vasculaires qui sont très basses. Et donc ce sang va être en grande partie détourné par le canal artériel en dessous de la crosse de l'aorte, plutôt en dessous de l'isthme aortique. Et donc il va retourner dans la circulation aortique, aller se réoxygéner par les artères ombilicales dans le placenta, et on recommence le cycle.
D'accord ? La circulation fœtale, elle a cette particularité qu'il y a deux shunts, un gros shunt à l'entrée du cœur qui est le foramen ovale et un gros shunt à la sortie du cœur qui est le canal artériel. Ce qui fait que les ventricules, la précharge et la post-charge des ventricules se font à la même pression. D'accord ? Et par ailleurs, les ventricules pendant la vie fœtale ont des propriétés contractiles et de compliance qui sont globalement identiques, c'est-à-dire que le ventricule gauche et le ventricule droit se remplissent et se contractent avec globalement des paramètres similaires. Donc, comme les pressions à la sortie et à l'entrée du cœur sont les mêmes, qu'est-ce qui va dicter le débit ? Encore une fois, c'est les résistances, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui dicte le débit dans les artères pulmonaires ? C'est les résistances vasculaires pulmonaires qui sont très élevées, alors que les résistances vasculaires placentaires, elles, sont très basses. Donc, on a un gros débit placentaire qui permet de bien s'oxygéner, d'accord ? Donc on l'a dit, c'est une circulation qui fonctionne en parallèle pour la circulation, mais en fait pour l'oxygénation, la circulation elle est presque en série. On a ces courts-circuits indispensables qui sont le canal artériel et le foramen ovale, et le ductus venosus dont le flux va être dirigé préférentiellement vers les cavités gauches. Ces shunts, ils sont très utiles. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent que le ventricule gauche se remplisse malgré un faible retour veineux pulmonaire, d'accord ? C'est-à-dire que comme les artères pulmonaires sont vasoconstrictées, il y a très peu de flux pulmonaire, donc il y a très peu de sang qui revient au cœur gauche. D'accord ? Donc ce qui précharge le cœur gauche, c'est le flux qui passe par le foramen ovale. Ok ? Et ce qui précharge le cœur droit, c'est le flux qui vient des veines caves. Et ce cœur droit, il peut avoir un flux aussi satisfaisant parce qu'il y a un canal artériel qui, malgré les résistances vasculaires pulmonaires élevées, va détourner le sang. D'accord ? Donc cette circulation fœtale qui est très particulière, elle permet un développement équivalent des deux ventricules, ce qui va être extrêmement important pour l'adaptation physiologique à la naissance. D'accord ? Ça, c'est primordial parce qu'on ne va pas aborder toutes les situations physiopathologiques qu'on peut rencontrer pendant la grossesse et qui amènent aux cardiopathies congénitales. Mais juste pour vous parler d'au moins deux, quand le foramen ovale est restrictif, si on revient en arrière, mais on va le voir après, on a très peu de sang qui va au cœur gauche, donc on a très peu de sang qui va dans l'aorte, et donc on a peu de sang dans l'isthme, et donc on peut faire ce qu'on appelle une coarctation de l'aorte. D'accord ? Et à l'inverse, pour parler d'une autre situation qui est extrêmement fréquente et que vous allez rencontrer dans votre vie de cardiopédiatre ou de réanimateur, quand on a une transposition des gros vaisseaux, le sang oxygéné qui passe par le foramen ovale qui va dans le cœur gauche, il ne va plus dans le cerveau, il va dans les artères pulmonaires. D'accord ? Donc c'est du sang désoxygéné qui va au cerveau et au coronaire, et on sait maintenant que ces enfants, ils ont à l'âge adulte, ou en tout cas à l'âge préscolaire, des lésions minimes, des défauts minimes des capacités cognitives supérieures, et donc ces lésions, elles peuvent aussi dater de la période anténatale où ils sont moins bien oxygénés qu'un fœtus normal. D'accord ? Donc cette circulation fœtale, elle est très importante. Donc comment ça se passe ? Si on parle en termes de pourcentage, il y a 30% du débit qui revient par la veine cave inférieure et le ductus venosus, qui sont les 30% les plus oxygénés, encore une fois, qui va aller dans le cœur gauche. On a 10% qui reviennent par les veines pulmonaires. Et donc on va avoir plutôt 40% du débit dans le cœur gauche et 60% du débit dans le cœur droit. D'accord ? C'est pour ça qu'en fin de grossesse, on peut avoir une asymétrie ventriculo-artérielle dite physiologique, où le ventricule droit est un peu plus gros que le ventricule gauche, sans que ce soit pour autant le signe d'une coarctation à venir. D'accord ? Donc ces 40% qui sont dans le ventricule gauche, il va y en avoir, donc ça fait 50% en tout, qui passent dans l'aorte. Et en fait, le cerveau et les coronaires vont se servir, et les troncs supraaortiques. Donc les coronaires se servent en gros à hauteur de 3%. Et puis ensuite, le cerveau se sert à hauteur de 30%. Donc en fait, il y a très peu de sang qui passe dans cet isthme aortique. Donc vous voyez encore une fois que si le foramen ovale est restrictif et qu'il y a encore moins de sang qui passe, les coronaires, le cerveau, les bras vont se servir de la même manière. Et l'endroit qui va trinquer, c'est l'isthme aortique. D'accord ? Et du côté pulmonaire, on a 60% du sang qui passe, mais en fait, on n'a que 10% de ce sang qui va aller dans la circulation pulmonaire parce que, encore une fois, les résistances vasculaires pulmonaires sont très, très élevées. Et donc, il y a très peu de sang qui va dans ces poumons et le reste de leur descendante va être donc perfusé essentiellement par le sang qui vient du canal artériel. Donc, on l'a dit, les deux ventricules se remplissent à la même pression, ils se vident à la même pression et donc les volumes éjectés sont en fonction des propriétés myocardiques mais qui globalement sont identiques dans les deux ventricules. Et donc juste pour vous remontrer un petit peu ce que ça peut faire en termes d'oxygénation, donc ce sang du ductus arteriosus qui est saturé à 85%
du ductus venosus, pardon, il va aller préférentiellement dans le cœur gauche. Donc on a du sang saturé à 65% dans l'aorte et dans le cerveau, d'accord. Une fois qu'on a passé ces deux organes majeurs, on a du sang qui est plutôt saturé aux alentours de 55%, qui va revenir au placenta par les artères ombilicales. Et le sang du côté droit du cœur, lui, est plutôt saturé à 50%. Il revient par le canal artériel dans l'aorte. Et donc, il revient également au placenta. D'accord ? Et le sang des veines pulmonaires, du coup, vous voyez qu'il y a peu de différence, enfin, il y a peu d'extraction sanguine dans les artères pulmonaires. Donc, globalement, c'est du sang qui revient quasiment oxygéné pareil dans le cœur gauche. Donc l'adaptation postnatale, je ne vous fais pas le premier cri, mais avant, M. Sidi hurlait pour réveiller ceux qui s'étaient endormis au dernier rang. Cette adaptation postnatale, c'est une révolution physiologique. On passe donc d'une circulation en parallèle à une circulation en série. Par quel moyen est-ce qu'elle va se faire ? Par la disparition du placenta à la ligature du cordon, d'accord ? Par la vasodilatation des artères pulmonaires et l'augmentation du débit pulmonaire, par la fermeture du ductus venosus à la ligature du cordon ombilical et la fermeture des deux chintes essentielles que sont le canal artériel et le foramen ovale. Donc il y a 4 phénomènes majeurs qui se passent dans cette phase d'adaptation à la naissance. La première, c'est que avec la ligature du placenta, les résistances vasculaires systémiques vont doubler, d'accord ? Et la deuxième, c'est qu'à l'inverse, les résistances pulmonaires et le débit pulmonaire, enfin les résistances pulmonaires vont chuter, elles vont passer de 1 à 10, enfin de 10 à 1 plutôt. Et donc ça, c'est lié au premier mouvement respiratoire et à l'augmentation de la PO2, à l'aération pulmonaire et puis à toutes les modifications hormonales, notamment la sécrétion de prostaglandines, qui vont faire que les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser de manière drastique dès les premières minutes de vie. D'accord ? Donc on a une chute des résistances vasculaires pulmonaires et une augmentation des résistances vasculaires systémiques, ce qui fait qu'avant on avait en gros un rapport de 10:1 entre les résistances vasculaires pulmonaires et les résistances vasculaires systémiques, et on passe en quelques minutes à un rapport à 1/3, ce qui est un changement considérable. Donc là c'est juste ce petit schéma pour remontrer donc, que les résistances vasculaires pulmonaires chutent de manière exponentielle, inversement exponentielle plutôt, et donc on a une augmentation du débit pulmonaire et une diminution de la pression artérielle dans les poumons. Le troisième changement majeur, c'est la remise en série de la circulation par la fermeture du canal artériel et la fermeture de la CIA. Comment se passe la fermeture du canal artériel ? On commence par la CIA, pardon. Donc la fermeture de la CIA, elle se fait parce qu'au début, le canal artériel est encore là. Et donc il y a un hyperdébit pulmonaire qui s'installe très vite par le canal artériel, puisque les résistances vasculaires pulmonaires ont chuté, d'accord ? Donc le canal il chante en fonction des résistances. Quand ces résistances vasculaires pulmonaires chutent, et ben le sang dans le canal artériel va faire gauche-droit, droit-gauche, droit-gauche, non, gauche-droit, je vais y arriver. Et donc on a un excès de retour veineux par la circulation pulmonaire, et donc ce foramen ovale va se fermer d'abord à cause de l'hyperdébit, il va se plaquer contre la paroi, et puis ça c'est une première fermeture qui est fonctionnelle, et ensuite il y a une fermeture fibreuse. Parce que ce débit amène une augmentation de la pression dans l'OG. Et la fermeture du canal artériel, elle se fait dans les premières heures de vie, mais elle peut se faire jusqu'à 15 jours de vie. Pareil, elle est au début fonctionnelle, puis elle est définitive. Hein. Vous savez qu'on peut rouvrir les canaux artériels grâce à la prostine quand ils viennent de se fermer. Et donc cette vasoconstriction du canal artériel, elle est médiée par l'augmentation de la PO2 et par la chute brutale des prostaglandines suite à la ligature du cordon. Donc les conséquences de tous ces phénomènes d'adaptation postnatale, c'est qu'après la fermeture du canal artériel et du foramen ovale, on a donc un cœur en série, avec des pressions gauches qui sont supérieures aux pressions droites, d'accord, en systole et en diastole. Et puis le quatrième changement qui est majeur à la naissance, c'est qu'on va avoir une augmentation brutale de la demande circulatoire, d'accord, parce qu'on passe d'un milieu aquatique où on est sous assistance placentaire à un milieu aérobie où on est en autonomie complète, et donc il faut tout faire, manger tout seul, bouger, se réchauffer, etc. Et donc ça nécessite une augmentation énorme du débit cardiaque, notamment du débit systémique, qui heureusement est aidé par la sécrétion de catécholamine à la naissance. Donc en gros, ce débit cardiaque il va augmenter de 30 à 50% avec un débit combiné des deux ventricules qui passe de 450 ml, qui passe à 450 ml/kg, non, de 450 à 600 ml/kg, pardon, en moyenne. Le VG, il va doubler son travail, puisqu'il a une pression qui a doublé, il est obligé de doubler sa contractilité, d'accord ? Et donc ça va se faire grâce à une hyperplasie myocardique galopante à la naissance.
Et puis le VD, à l'inverse, lui, il va tranquillement pouvoir se reposer parce que maintenant, il a des résistances vasculaires pulmonaires qui sont très basses et donc des pressions pulmonaires qui sont très basses aussi. Et donc lui, il va plutôt devenir beaucoup plus fin et se relaxer. Donc en gros, les deux ventricules vont se spécialiser. Le ventricule gauche va se spécialiser dans la contractilité et le ventricule droit va plutôt s'affiner et se spécialiser dans la compliance. D'accord ? Donc, du coup, comment ça fait si jamais cette adaptation à la naissance ne se fait pas avec un foramen ovale large, qui reste large, un canal artériel qui ne se ferme pas? Comme avant la naissance, en fait, les pressions restent les mêmes dans l'aorte et dans l'artère pulmonaire, et les pressions restent les mêmes dans les oreillettes. Et donc, ces ventricules qui, à la naissance, vont quand même mettre un petit peu de temps à se différencier, ont toujours une compliance et une élastance égale. Et donc, on a deux courbes qui sont globalement superposées, si ce n'est que, comme le canal artériel et la CIA vont plutôt chanter gauche-droit, on a une augmentation de la précharge du ventricule droit. D'accord ? A l'inverse, un nouveau-né qui a un foramen ovale fermé et un canal artériel fermé, lui, au début aussi, ces ventricules, ils sont quand même globalement similaires dans leur capacité de compliance et d'élastance. Le volume d'éjection systolique, il va être le même pour les deux ventricules, puisque les shunts sont fermés, la circulation est en série. Et donc très rapidement, il va avoir des pressions dans l'aorte qui sont plus élevées que les pressions dans l'artère pulmonaire. Et donc il va pouvoir commencer à s'adapter. La fonction myocardique néonatale, pour en dire un mot, elle est très différente de celle de l'adulte. Le myocarde du nouveau-né n'est pas un myocarde mature. Et donc, histologiquement, on a quand même des différences structurelles avec plus d'éléments non contractiles que de myofibrilles. Des myocytes qui n'ont pas une forme ni une taille de myocytes matures. Et une plus forte dépendance au calcium extracellulaire pour la contraction. Du coup, ça fait quoi ? Ça fait que les bébés, ils ont une faible réserve myocardique à la naissance, d'accord ? Mais ils vont très rapidement s'adapter et on peut sortir très vite, grâce à l'hyperplasie des myocytes, de situations assez catastrophiques. Donc on a dit, l'objectif à moyen terme de l'adaptation néonatale, comme dirait M. Sidi, le VG au turbin s'hypertrophie et se spécialise dans la contractilité, le VD sur une chaise longue s'affine et se spécialise dans la compliance. Et l'adaptation postnatale à moyen terme, du coup, ça donne les courbes qu'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire ici, deux ventricules qui ont des compliances et des élastances à peu près égales, mais à long terme, un ventricule droit qui va être beaucoup plus compliant que le ventricule gauche, et un ventricule gauche qui, à l'inverse, va avoir une bien meilleure élastance que le ventricule droit. Donc on a vu que les résistances vasculaires pulmonaires à la naissance, elles chutent très rapidement, d'accord ? Donc l'hypertension artérielle pulmonaire néonatale n'est jamais une situation physiologique, jamais, d'accord ? Ça c'est une première chose à retenir. Si l'enfant a des pressions pulmonaires qui persistent à être élevées, c'est qu'il y a un problème, soit un problème pulmonaire, soit un problème d'infection, on va voir toutes les étiologies. Et si ce n'est pas le cas, un problème d'HTP persistante du nouveau-né, donc de pathologie vasculaire pulmonaire. Donc c'est un échec de l'adaptation du système cardio-respiratoire à la vie extra-utérine, d'avoir une HTAP persistante, d'accord, qui se manifeste par la persistance de résistance vasculaire pulmonaire élevée et du coup par le maintien de shunt droit-gauche par le canal et plus ou moins par la CIA si le VD n'est pas compliant et en général il ne l'est pas, on l'a vu à la naissance. Donc c'est des nouveau-nés qui se présentent en cyanose réfractaire, d'accord. C'est le diagnostic différentiel de, par exemple, la transposition des gros vaisseaux, le nouveau-né en cyanose réfractaire isolé qui a une HTAP persistante. Donc il y a plusieurs causes à ça. Il y a l'asphyxie fœtale à la naissance, l'asphyxie fœtale ou l'asphyxie néonatale, les infections materno-fœtales, la strepto B ou autre, une acidose à la naissance, un défaut d'adaptation de l'homéostasie, donc une hypothermie, une hypoglycémie, toute situation pathologique d'adaptation néonatale. L'hyperviscosité, quand on est très polyglobulique parce qu'il y a eu transfusion materno-fœtale, l'inhalation méconiale, la maladie des membres et toutes les causes en gros pulmonaires, inhalation méconiale, maladie des membres hyalines, hernie diaphragmatique, omphalocèle géant et autres. Donc ceux qui ont fait un petit peu de pédiatrie connaissent un peu toutes ces causes d'HTP persistante du nouveau-né. Donc comment ça se passe ? On a une hypoxie réfractaire sans défaillance cardiaque avec un shunt droite-gauche en général par le foramen ovale et le canal artériel. Et donc qu'est-ce que c'est le traitement de ça ? C'est de mettre du NO inhalé. Et si cette HTAP est très sévère et qu'on ne s'en sort pas sur le plan circulatoire ou de l'oxygénation, on met les enfants en ECMO. Donc en gros, on a donc la pression dans l'aorte. Vous vous souvenez, c'est toujours le cerveau qui la fixe, donc elle est toujours à 90. C'est pas parce qu'on a une HTAP qu'on a une hypertension artérielle systémique.
Donc le ventricule gauche, il est à pression normale. En revanche, le ventricule droit, lui, il est soumis à des pressions très élevées. Avec là, vous voyez une HTAP à 150-80, donc sur ce schéma en tout cas largement suprasystémique. Et donc on a des pressions de remplissage du ventricule droit qui sont élevées si le VD n'est pas compliant, et c'est souvent le cas. Et donc le problème de cette situation-là, c'est que si on précharge pas, si on n'envoie pas de sang dans ces artères pulmonaires, parce que les résistances vasculaires pulmonaires ne baissent pas, bah on ne précharge pas non plus son ventricule gauche, d'accord ? Donc on a une précharge du ventricule gauche qui est diminuée avec un VG qui peine à faire le débit et à l'inverse un ventricule droit qui est très défaillant parce qu'il n'arrive pas à éjecter le sang dans l'artère pulmonaire qui lui oppose un mur. C'est quoi les autres causes d'hypertension pulmonaire ? Pas trop à la naissance pour le coup, mais plutôt dans le premier mois ou les premières semaines de vie. Bah, c'est quand on a un gros trou entre les deux ventricules ou un gros tuyau entre les deux artères, d'accord ? Donc les shunts ventriculaires et artérielles shuntent en fonction des résistances vasculaires pulmonaires. Donc les enfants, ils peuvent avoir dans les premières semaines de vie une hypertension pulmonaire dite d'égalisation des pressions, c'est-à-dire que quand on a une communication qui est large, donc non restrictive entre deux cavités, ben les deux cavités sont à la même pression, d'accord ? Donc les deux ventricules sont à la même pression sur une large CIV, l'aorte et la paix sont à la même pression sur un large canal artériel, d'accord ? Donc c'est plutôt une hypertension pulmonaire en systole. En diastole, les valves sont fermées, donc par exemple pour la CIV, ça ne compte pas. Et c'est pour le coup, pour le canal artériel, en général, les pressions diastoliques pulmonaires sont plus basses que les pressions diastoliques aortiques. On peut avoir aussi une HTAP une HTP post-capillaire sur une pathologie du cœur gauche, d'accord ? Typiquement la coarctation, le petit ventricule gauche, la défaillance ventriculaire gauche néonatale. Et en l'absence de cardiopathie, en l'absence de maladie pulmonaire, en l'absence de défaut d'adaptation ou d'infection materno-fétale, ben, on a une HTAP qui est liée à une élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Et là, on entre dans la maladie HTAP. D'accord ? Donc la physiopathologie de tous ces mécanismes après la naissance, elle se fait sur ces shunts cardiaques qui persistent, sur les mesures hémodynamiques au KT éventuellement. Et vous verrez après avec Guity tous ces mécanismes. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour donner quelques exemples de différents mécanismes d'insuffisance cardiaque néonatale, ben, on a l'altération de la précharge, de la post-charge avec une surcharge de pression, donc typiquement, comme on l'a dit, la coarctation, la sténose aortique. On a l'altération de la compliance sur le petit ventricule gauche, l'altération de la contractilité sur une insuffisance cardiaque néonatale, une cardiomyopathie dilatée néonatale, par exemple. Et puis on a toutes les situations pathologiques de surcharge volumique, comme les fistules artério-veineuses, les troncs artériels communs, les CIV, les canaux. Voilà. Je vais vous parler un peu d'hémodynamique après la période néonatale. Et de ce qu'on mesure en hémodynamique invasive au cathétérisme. Donc vous avez des courbes de pression simultanées qui sont décrites dans les bouquins. En vrai, on ne prend pas des courbes simultanées, on prend les courbes dans chaque cavité, chacune à son tour. Mais en gros, si on les superpose, ça donne ça. Vous avez une pression dans l'oreillette droite dans le bas qui est non pulsée et dont on va parler en termes de moyenne. Une pression dans le ventricule droit qui se caractérise par une pression systolique et une pression télédiastolique qui est importante, on en parlera après, et une pression dans l'artère pulmonaire. Et là, vous avez une systole, une diastole et une moyenne. Et la systole, elle est importante pour caractériser la HTAP en termes de comparaison avec les pressions systémiques. Vous avez de la HTAP isosystémique, suprasystémique ou infrasystémique avec des pronostics différents. Mais ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on parle d'hypertension artérielle pulmonaire. C'est quoi le chiffre magique pour l'hypertension artérielle pulmonaire? Et on parle de 25, effectivement, 25 quoi? C'est la PAP moyenne. Donc la systolique est importante, la moyenne est importante et il est important de savoir aussi que la diastolique est importante parce que quand vous avez des situations un peu particulières avec des sténoses, par exemple distales des branches pulmonaires, vous allez avoir une pression dans l'artère pulmonaire qui est très élevée, dans l'artère pulmonaire centrale qui va être très élevée, une pression dans le VD qui va être très élevée, donc on va dire HTAP, sauf que la diastolique, elle va être très basse parce que ce n'est pas un problème des artérioles pulmonaires, mais c'est un problème des sténoses distales des branches, et donc vous allez avoir par exemple un patient qui va avoir 110, 10, 50.
Et donc ça, si vous avez ça, si un jour un cathétériseur vous revient avec ces pressions-là, vous devez dire, bon, bah, il a peut-être une sténose des branches. C'est très important, pourquoi? Parce que le traitement d'une sténose distale des branches, c'est pas le même traitement que l'hypertension artérielle pulmonaire avec Traclyr, Bosentan et epoprosténol. Et donc, les 3 chiffres dans les mesures de la pression pulmonaire sont importantes. Donc, comme je vous disais aussi, la pression aortique, c'est la même chose. On utilise la systole, la diastole, la moyenne. Quand vous avez une pression diastolique très basse, pourquoi c'est embêtant? Qu'est-ce qui se passe en diastole? C'est la perfusion de quoi? Des coronaires. Et vous avez des pressions diastoliques très basses dans tout ce qui est vol aortique. Donc un très très gros canal, ça donne des pressions diastoliques très basses. Un gros shunt de Blalock toxique, un bébé qui n'est pas équilibré, qui a un trop gros Blalock, il va aussi avoir des pressions diastoliques dans les chaussettes. Et alors évidemment, vous allez rentrer dans un cercle vicieux parce qu'il va se mettre en ischémie myocardique parce qu'il a un vol coronaire. Et donc la diastolique est importante aussi dans les cardiopathies congénitales. Un autre mécanisme de diastolique très basse, c'est quoi dans les cardiopathies congénitales? Une grosse insuffisance aortique. Donc, la pression ventriculaire, on parle de pression systolique et de télédiastolique. La télédiastolique, elle est ici. Donc, c'est en fin de diastole. Et elle représente la POG, ou en tout cas, elle est très similaire à la POG, sauf en cas de maladie mitrale. Et donc, si vous avez une POG à 19, comme sur cette courbe, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Une télédiastole à 19, vous êtes content, pas content? Vous n'allez pas être content parce qu'elle est trop élevée. Ça peut signer une CIV qui débite à mort avec une surcharge, mais si vous avez un patient qui a un petit ventricule gauche et un syndrome de Shawn, c'est un ventricule gauche qui n'est pas du tout compliant et donc qui ne se laisse pas remplir, et donc vous avez une POG très élevée et une télédiastolique très élevée. Et donc quand on parle d'une pression ventriculaire, on ne parle pas de moyenne, on parle juste d'une systole et d'une télédiastolique. Comme je vous disais, la pression atriale, on en parle en général en termes de moyenne, même s'il y a plusieurs ondes différentes sur la courbe. Et la POD, on la mesure. La POG, on l'estime ou on la mesure. On peut la mesurer quand il y a une CIA ou un foramen, sinon vous ne pouvez que l'estimer. Et donc vous pouvez l'estimer, comme on disait, par la télédiastolique. Et quel est l'autre moyen d'estimer la POG? Les gens qui font de la réa adulte, ils peuvent l'estimer avec un cathéter de Swan-Ganz, donc la pression capillaire bloquée, enfin la wedge ou la papo. Et donc c'est la pression capillaire qui est aussi un relais, une estimation de la POG. Vous êtes d'accord? Il faut faire attention, vous avez parfois un capillaire très élevé et une POG normale. Et c'est quoi la situation? Voilà, une sténose des veines pulmonaires. Donc comme je vous ai dit, la pression pulmonaire, il y a les trois chiffres à noter, et c'est important d'avoir les 3 chiffres pour savoir quelle est la maladie de l'enfant. Et donc pour avoir une idée des pressions normales, vous les connaissez toutes, mais on peut se les rappeler. La POG, elle est un peu plus élevée que la POD, et les pressions atriales, on en parle en termes de moyenne. Les pressions pulmonaires, c'est important de parler de la moyenne, et la pression capillaire, c'est l'estimation de la pression dans l'oreillette gauche, et c'est aussi l'autre manière de l'appeler, c'est la pression pulmonaire bloquée. Alors, on est parfois amené à mesurer des choses, et ce qu'on mesure, c'est toujours avec le cathéter de Swan-Ganz, c'est le débit cardiaque par thermodilution. Et donc, vous savez, c'est une diminution de la température qui est entraînée quand on injecte un volume déterminé de liquide froid dans l'oreillette gauche, dans l'oreillette droite. On mesure la différence de température au niveau de l'artère pulmonaire avec le thermistor de la Swan-Ganz. On fait 3 injections et on peut déterminer le débit cardiaque. C'est important dans 2 situations. Dans les situations où les patients ont de l'hypertension artérielle pulmonaire, pour savoir s'ils sont équilibrés ou pas équilibrés. Vous avez un patient avec de l'HTAP, qui a donc des pressions pulmonaires très élevées et qui est en bas débit. Il va très très vite se débobiner, et on peut même imaginer qu'il est prémortem sans traitement. Et ce débit cardiaque va vous aider que vous aurez mesuré, il va vous aider à calculer des résistances vasculaires pulmonaires qui vont vous permettre aussi de quantifier la gravité de la maladie de votre patient, et aussi de pouvoir estimer l'efficacité des différents traitements qu'on va mettre en route. Et donc les résistances vasculaires pulmonaires, ici,
c'est la PAP moyenne moins la pression capillaire ou la POG qui est divisée par le débit cardiaque qui s'exprime en unité Wood. Et chez l'enfant, nous, on l'indexe à la surface corporelle parce que sinon, on ne peut pas... on ne peut pas parler de résistance non indexée à la surface corporelle, puisque quand on parle d'un bébé et quand on parle d'un enfant qui a 60 kg, c'est pas du tout la même chose. Donc nous, on les indexe, mais les adultes ne les indexent pas à la surface corporelle. Alors, ce débit cardiaque, on le mesure que chez les patients qui n'ont pas de shunt, parce qu'évidemment, si vous avez un shunt, par définition, le débit pulmonaire, ce n'est pas le même que le débit aortique. Et donc, on ne peut le faire que quand on a un cœur en série. Donc on le fait, comme je vous disais, chez les patients qui ont de l'HTAP et aussi chez tous les patients qui ont des cardiopathies dilatées ou restrictives qu'on veut greffer, parce qu'on sait qu'ils ont toujours un degré plus ou moins important d'hypertension artérielle pulmonaire qui peut être de l'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire avec des POG très élevés. Donc dans une CMD très très grave, vous allez avoir une POG très élevée et de l'hypertension pulmonaire post-capillaire avec des résistances qui finalement ne sont pas très élevées. Et c'est important pour... C'est toi ou c'est moi ? C'est très important pour les gens qui vont greffer ces patients, savoir s'ils ont de l'HTAP ou pas. Il y a certains patients qui vont être contre-indiqués s'ils ont une HTAP sévère. Et il y a d'autres patients chez qui on va dire, ben voilà, on va le greffer, mais on va mettre d'office une assistance droite pour soulager le ventricule droit en sortie de CEC parce qu'il va avoir un peu d'hypertension pulmonaire, que ce soit parce que c'est du post-cap qui a duré longtemps ou que ce soit parce qu'il a une CMR et que il a un peu d'HTAP. Alors le principe de FIC qu'on utilise pour calculer les shunts de QPQS, c'est que la VO2 est égale au débit multiplié par la différence artério-veineuse de contenu en oxygène. Alors quand on mesure des résistances vasculaires pulmonaires quand il y a un shunt, en fait, vous en avez sûrement entendu parler, c'est on parle toujours du sacro-saint QPQS qui est en fait un rapport de débit un rapport entre le débit pulmonaire et le débit systémique. Donc on n'a pas mesuré au sens propre le débit pulmonaire et le débit systémique, on va l'évaluer et on va faire un rapport entre les saturations qu'on a mesurées dans les différentes cavités et de là on va pouvoir estimer le rapport entre le débit pulmonaire et le débit systémique et donc un QPQS c'est un rapport de débit et de ça on va extrapoler un rapport de résistance qui va permettre de nous dire ce patient il est encore opérable ou ce patient il est plus opérable de sa CIV vieillie ou de son CAV vieilli par exemple. Et pour voir s'il est opérable et s'il y a encore de la réactivité pulmonaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer toutes les saturations à l'état de base, puis on va donner de l'oxygène et du NO ou des prostacyclines aux patients. On va remesurer toutes les saturations et les pressions et on pourra donc dire, voilà, il a un QPQS qui est à 2/1 à l'état de base, donc il est un peu limite, mais il débite encore. Mais quand on lui donne de l'oxygène et du NO, il passe à 5/1, donc ça veut dire qu'il a une bonne réactivité pulmonaire, on peut lui fermer sa CIV, ça va bien se passer, puisque s'il a un gros trou, par définition, la pression dans l'artère pulmonaire, c'est la même que la pression dans la aorte, et donc c'est pas en mesurant les pressions que vous allez pouvoir savoir si votre patient il est opérable ou pas. Alors, ça, c'est tous des trucs qui, moi, personnellement, alors que je fais ça toute la journée, ne me parlent pas beaucoup, mais c'est les valeurs normales. Pourquoi ça ne me parle pas beaucoup? Parce que toutes ces valeurs normales qu'on est censé utiliser dans la formule, comme on va pouvoir simplifier la formule, puisqu'on fait un rapport de débit et un rapport de saturation, on ne va pas utiliser ces valeurs-là. Donc, en gros, la consommation en oxygène d'un adulte, c'est 150 ml par minute par mètre carré, et chez un enfant, on dit que c'est globalement 10 ml par kilo par minute. Vous savez tous, parce que vous êtes des cadors de la physio, que 1 gramme d'hémoglobine, ça va fixer 13,6 ml d'oxygène et que le pourcentage de saturation de l'hémoglobine, il est fonction de la pression partielle en oxygène et que la pression partielle en oxygène, pour laquelle il y a 50% des sites d'hémoglobine qui sont fixés, c'est 27 à 30 mm de mercure, mais que ça varie selon l'acidose. Ça, par contre, c'est important. Ça veut dire que tous vos calculs, si votre enfant est très acide, ils vont être modifiés. Donc, si vous faites un cathétérisme, l'enfant ne peut pas être acide parce que sinon, tout ce que vous allez mesurer ne sera pas fiable. Et donc, pourquoi, et j'en viens au fait que la dia précédente, finalement, on n'a pas grand-chose à faire en pratique clinique, c'est que, comme je vous disais, le débit, c'est la VO2 qui est divisé par le contenu artériel en oxygène moins le contenu veineux en oxygène. La VO2, c'est une consommation d'oxygène par unité de temps. Le contenu artériel en oxygène, c'est le contenu en oxygène du sang artériel.
Et le contenu veineux, en oxygène, c'est donc le contenu veineux de sang mêlé. Donc, c'est une moyenne entre la cave sup et la cave inf. Et donc, le contenu artériel ou veineux, c'est une formule de nouveau hyper compliquée. C'est la saturation artérielle fois l'hémoglobine fois 1,34 plus 0,031 fois la PaO2. En gros, pour simplifier, ce truc-là, vu que c'est multiplié par ça, c'est ridicule, donc on ne va pas l'utiliser. Ce truc-là, ça ressemble méchamment à ça. Donc en fait, ce qu'on va utiliser, c'est la saturation artérielle en oxygène et la saturation veineuse en oxygène. Ce d'autant que, comme on va faire, comme je vous ai dit, un rapport de débit, la VO2, on ne va pas l'utiliser non plus. Donc en gros, le QP, c'est la VO2 qui est divisée par le contenu veineux non, c'est faux ça. Le contenu des veines pulmonaires en oxygène moins le contenu de l'aorte en oxygène. C'est juste ce que je dis ça? Ouais. Et le contenu systémique, c'est le contenu de l'aorte moins les veines. Et donc en gros, vous allez pouvoir simplifier tout ça, puisque c'est un rapport. Vous allez enlever la VO2. Et donc, les contenus veineux, comme c'est chaque fois, si on revient ici, des dénominateurs et des multiplicateurs communs, donc l'hémoglobine et le 1,34, vous allez pouvoir tout simplifier et vous n'utilisez finalement qu'un rapport de saturation. Et donc, le QPQS, très facilement, il se mesure comme ça. Donc, c'est l'aorte moins les veines caves, divisé par les veines pulmonaires moins l'artère pulmonaire. D'accord? Donc, si vous connaissez cette formule-là, vous allez pouvoir facilement évaluer toutes les cardiopathies. Sachant que les veines pulmonaires, à part si on a une CIA, on ne les aura pas, la saturation dans les veines pulmonaires. Et donc, si on postule que le patient il est que malade de son cœur et pas de ses poumons, on postulera qu'il a 100 de saturation dans les veines pulmonaires. Donc, en gros, si je reprends ça, cette formule-ci, par exemple, quand j'ai un shunt gauche-droite, on est d'accord que vous avez un patient avec une CIV qui n'est pas en bas débit, donc sa DAVO2, elle n'est pas augmentée, et donc l'aorte moins la veine cave, s'il a un débit cardiaque normal, grosso modo, elle va être à 30, ici, puisqu'il n'est pas en bas débit, et les veines pulmonaires, comme je vous ai dit, on va les estimer à 100. Et donc, pour avoir un QPQS d'un patient qui a une CIV, vous êtes obligé d'avoir le gaz dans l'artère pulmonaire. Vous ne pouvez pas vous en passer, vous êtes obligé. Il n'y a pas d'autre moyen que d'aller prendre une saturation, d'aller mettre un cathéter et d'aller prendre la saturation dans l'artère pulmonaire. Il y a d'autres cardiopathies où ce n'est pas complètement obligatoire. Vous avez par exemple un bébé qui a une atrésie pulmonaire, qui est palliée par un Blalock. Donc, par définition, le seul sang qui va dans les artères pulmonaires, c'est le sang qui vient de l'aorte. Vous êtes d'accord avec ça? Donc le sang dans l'aorte est le même que le sang dans l'artère pulmonaire. Donc, si on reprend notre calcul là, de rapport de saturation, ce bébé, il va bien, il n'est pas en bas débit. Donc, l'aorte moins les veines caves, c'est 30, DAVO2 normal. La saturation dans les veines pulmonaires, elle est normale, elle est à 100, puisque ses poumons fonctionnent bien. Et donc, la seule chose qui nous manque, c'est la saturation de l'enfant, puisque l'artère pulmonaire et l'aorte, elle est la même. Donc, vous pouvez très bien estimer le QPQS d'un enfant qui est devant vous en consultation sans avoir un gaz dans l'artère pulmonaire. Donc, s'il a 90 de SAT, un beau petit bébé qui a 90 de SAT, qui respire un petit peu vite, qui a un ventricule unique, est-ce que vous êtes content ou pas très content? Je vois quelqu'un qui dit non, là, pourquoi tu n'es pas contente? Ça fait un QPQS qui est trop élevé. Si on veut lui faire une palliation plus tard, il a trop de débit dans ses poumons, donc on est en train d'abîmer ses artères pulmonaires et il n'a certainement pas besoin d'avoir 90 de SAT. On est plutôt content s'il a 75 de SAT, il aura un débit plus équilibré. Vous êtes d'accord avec ça? Donc il y a certaines situations, comme tous les VU, enfin certains VU en tout cas, où on peut postuler que le sang dans l'artère pulmonaire et le sang dans l'aorte est identique, où vous n'avez pas besoin d'un cathétérisme pour mesurer votre QPQS, juste la clinique et la saturation au haut du doigt. Et dans les shunts droite-gauche, là, le gaz dans l'artère pulmonaire, il vous aide pas, puisque comme c'est un shunt droite-gauche, par définition, le sang dans l'artère pulmonaire, c'est le même sang que le sang dans les veines caves, puisqu'il ne va pas être enrichi par un shunt gauche-droite. Et donc, si on veut parler des principes généraux, ça Mathilde vous l'a dit,
Donc le gradient de pression, il dépend de la taille de la communication. Si vous avez une CIV énorme, il ne peut pas y avoir de gradient de pression. D'accord? Vous avez un trou de 2 cm entre les deux ventricules. La pression dans le ventricule droit, c'est la même que la pression dans le ventricule gauche. Et si quelqu'un à l'écho ou en discutant avec vous, vous dit non, mais elle est restrictive, hein, elle fait 2 cm, mais elle est restrictive, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui s'est trompé, soit elle ne fait pas 2 cm, c'est possible, soit elle n'est pas restrictive. Et le sens du shunt, il est bien sûr aussi fonction des régimes de pression, parce que vous pouvez très bien avoir une énorme CIV. Si vous avez un cerclage pulmonaire, bien sûr que les pressions dans les deux ventricules, elles vont être égales, et la pression dans l'artère pulmonaire, elle va être basse, parce que vous allez avoir un obstacle à l'éjection du ventricule droit. Donc comme je vous disais, la communication large, elle égalise les pressions entre les deux cavités. La communication restrictive, il y a un gradient de pression entre les deux cavités. Donc une petite CIV, ou une CIV où il y a 4 mètres par seconde, par définition, c'est une petite CIV. L'importance du shunt, elle est fonction de l'étage où se fait le shunt, que ce soit un étage pré-tricuspidien ou post-tricuspidien, et elle est fonction des résistances vasculaires, des compliances ventriculaires, et aussi, comme je venais de vous dire avec le cerclage, des obstacles valvulaires. Et comme disait Mathilde aussi, les pressions à gauche, elles sont fixées par la commande centrale, c'est-à-dire par le cerveau. Si on regarde tous les shunts qu'on prend en charge, vous avez les différents types de shunts qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, les CIA, qui en général ne rendent pas les enfants malades. Donc ça aussi, quand on nous envoie un enfant en consultation qui a 6 mois et qui a une large CIA et qu'on nous dit il faut absolument l'opérer, il faut bien tourner autour parce que c'est quand même rare de devoir, hormis les CIA très larges ou les oreillettes uniques, c'est rare de devoir opérer une CIA dans la première année de vie. C'est en général parce qu'il y a un syndrome ou parce qu'il y a un loup, et que s'il y a un syndrome et qu'on a fermé la CIA en disant aux parents vous inquiétez pas, on va fermer la CIA, l'enfant va être guéri, et bien en général après la fermeture de la CIA, c'est le même bébé, il n'est pas guéri. Alors, les CIV, ça, pour éviter l'artériolite, on les opère en général à l'âge d'1 an, parfois plus tôt si c'est nécessaire, et que si l'enfant est en hyperdébit et qui rame et qui ne grossit pas, il faut les opérer avant. Les canaux atrioventriculaires, on les opère au général aux alentours de 6 mois. Et puis, les shunts post-tricuspidiens, comme les fistules artério-veineuses, les canaux artériels très larges, les troncs artériels communs, ceux-là, on est obligé de les opérer avant parce qu'ils vont fixer leur résistance pulmonaire, leur résistance vasculaire pulmonaire plus rapidement que tous les autres. Ici, c'est une dia qui vous parle de la fréquence des cardiopathies. Vous voyez, les cardiopathies, finalement, c'est quand même un problème assez fréquent. Et donc, vous avez 6 000 enfants par an en France. Et donc, il y en a beaucoup, on en traite beaucoup. Les communications interventriculaires, c'est les plus fréquentes. Il faut quand même savoir aussi qu'il y a toutes les communications interventriculaires musculaires qui vont se fermer toutes seules, gentiment, sans qu'on ne doive jamais faire grand-chose. Il y a les communications interatriales, qui représentent 8% des cardiopathies. Le canal artériel persistant qui représente 7% des cardiopathies et le tronc artériel commun qui représente 2% des cardiopathies. Alors, quand on parle des CIV, ça c'est quelque chose de très français. Enfin, moi je ne suis pas française au départ, donc je n'ai pas cette habitude de classifier les CIV comme ça, mais bon, vous avez les types 1, c'est les maladies de Roger, donc ça c'est les CIV restrictives avec des pressions pulmonaires normales, et donc en gros il faut les regarder. C'est quoi l'indication d'aller fermer une CIV de type maladie de Roger? T'as dit quoi? Oui, et une autre qui se rapproche un peu? Voilà. S'il développe une insuffisance aortique parce que la CIV abîme la valve aortique, même si elle est petite et qu'elle n'abîme pas les poumons, par prévention et pour éviter que la valve aortique ne se détériore de plus en plus, il faut fermer la CIV. Et effectivement, quand il y a des endocardites, il faut fermer les CIV aussi. Les CIV, le type 2A, c'est les CIV à gros débit sans hypertension pulmonaire. Donc là, on va dire, c'est une CIV restrictive parce que vous voyez qu'il y a un gradient de pression sur la CIV, mais le VG est très gros, l'enfant ne prend pas de poids, les artères pulmonaires sont dilatées. Donc manifestement, même s'il n'est pas en train d'abîmer ses artères pulmonaires, lui, il a du mal parce qu'il y a quand même un gros débit. Et donc celles-là, parfois, on est quand même obligé de les opérer, même s'il n'y a pas d'hypertension pulmonaire parce que les enfants ne vont pas. En général, en attendant un peu, on arrive à passer un cap et puis on n'est pas obligé de toutes les opérer. Les CIV avec hypertension isosystémique, c'est la grosse CIV qui égalise les pressions, il n'y a pas d'obstacle, ça débite à fond, il a des pressions pulmonaires élevées, ceux-là en général ils ne vont pas bien et on va les opérer.
Les types 3, c'est la CIV vieillie, c'est les Ellmenninger, on a trop attendu, donc il a abîmé ses artérioles pulmonaires, il a élevé ses pressions pulmonaires, et donc vous lui rendrez un mauvais service si vous lui fermez sa CIV. Donc vous le laissez comme ça, et il va avoir une désaturation de plus en plus profonde au fur et à mesure qu'il va abîmer ses artérioles pulmonaires, mais c'est trop tard, on est après la bataille. Donc il ne faut pas lui rendre un mauvais service en lui imposant une chirurgie qui va le dégrader. Et puis le type 4, c'est les CIV à poumons protégés. Physiopathologie des CIV, donc les shunts à l'étage ventriculaire regardent les résistances vasculaires pulmonaires et systémiques en systole, et le sens du shunt est fonction des résistances vasculaires pulmonaires. Donc une CIV, si vous avez un enfant en consultation qui arrive avec une très large CIV, la maman dit « Ah oui, quand il était tout petit, il respirait très vite, mais docteur, vous inquiétez pas, maintenant ça va déjà mieux, il respire moins vite. » Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et il mange très bien. Et bien en fait, la CIV, elle égalise les pressions. Il a augmenté ses résistances vasculaires pulmonaires, donc il ne chante plus des masses par sa CIV. Et donc ça veut dire que c'est un très mauvais signe qu'elle vous dit la maman, et qu'on va lui faire un caté, qu'on va calculer le QPQS, voir s'il y a un peu de réactivité, mais sans doute que les carottes sont cuites et que donc c'est la CIV Ellmenninger ou qui se dirige gentiment vers les Ellmenninger, et il ne faut plus lui fermer sa CIV. Donc en gros, les CIV, elles sont ici, le grand trou là entre les deux ventricules. Et qu'est-ce que ça va faire, la CIV? Ça va augmenter la saturation dans l'artère pulmonaire en débitant beaucoup. Et donc vous avez des grosses artères pulmonaires, donc un gros retour veineux pulmonaire, et donc un gros VG, et ça va dilater votre ventricule gauche. Et donc la CIV, vous allez avoir un cœur gauche très dilaté. Comme ça. Alors si on parle du Bernoulli, ça c'est pour ceux qui font beaucoup d'écho, vous savez que la PAP, je ne sais plus très bien ce que je voulais vous dire à ce propos-là, mais si il y a moyen de calculer les pressions artérielles pulmonaires de deux manières avec l'échographie. Soit vous prenez l'insuffisance tricuspidienne, ici, et donc vous allez pouvoir évaluer le degré de pression artérielle pulmonaire systémique, soit vous allez avoir une insuffisance pulmonaire et vous allez pouvoir mesurer la PAP moyenne et la PAP diastolique. Et donc si vous avez les deux, vous allez pouvoir avoir la systolique, la diastolique et la moyenne. Si vous n'en avez qu'un des deux, vous allez déjà pouvoir avoir une partie de l'équation, et si vous avez soit une IP, soit une IT très véloce, vous savez qu'il y a un problème sur les pressions pulmonaires. Ça, c'était le schéma que Mathilde vous a montré pour l'adaptation à la naissance. Donc, comme elle vous a raconté, vous avez des résistances vasculaires pulmonaires qui sont très très élevées quand l'enfant est encore un fœtus, puisque les poumons sont quasi pas utilisés, sont hyper restrictifs. Puis elles chutent de manière hyper importante dans le premier jour, et puis elles restent assez basses. Et ça, c'est concomitant la chute des résistances avec une augmentation du débit pulmonaire ici et une baisse de la pression pulmonaire. Si par contre il y a par exemple un gros trou, eh ben, l'évolution elle va se faire comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, on va prendre celle-ci, vous avez une CIV, donc vous avez beaucoup de débit pulmonaire, donc vous avez un QPQS supérieur à 1, donc ici un gros débit pulmonaire. Vous allez avoir évidemment de l'hypertension pulmonaire puisque vous avez un gros débit et un gros trou avec égalisation des pressions. Et pendant tout un temps, les résistances, elles vont rester basses. Jusqu'au moment où vous allez abîmer franchement vos artérioles pulmonaires. Et donc là, à ce moment-là, eh ben, le QPQS va commencer à diminuer. Ah ben docteur, il mange beaucoup mieux, il respire beaucoup moins vite. Les résistances vasculaires pulmonaires vont augmenter. Et vous allez évoluer vers l'HTAP fixé. Et donc là, eh ben, on ne peut plus opérer le bébé, qui va mieux d'ailleurs. Donc, ce que je vous disais, c'est ça rejoint ce que je vous disais, c'est que la CIV, vous avez bien sûr l'échographie qui est super importante, mais vous avez la clinique aussi. Les parents qui vous disent il n'allait pas bien et puis il va beaucoup mieux, c'est quand même très embêtant quand vous avez une CIV. L'échographie, ça va permettre de localiser la CIV, de voir les lésions associées, comme la fuite aortique par exemple, de pouvoir faire le Doppler, de voir si le ventricule gauche est dilaté ou pas, d'évaluer l'hypertension pulmonaire et, comme je vous disais, les lésions associées, est-ce qu'il y a une insuffisance aortique? Alors,
comme on dit, les vieux cardiopédiatres, ils ont tendance à dire que la CIV, elle va essayer de se fermer spontanément. Donc si parfois vous avez des anévrismes de la valve tricuspide qui vont essayer de recouvrir la CIV et de la rendre de plus en plus petite, mais ce qu'on peut aussi avoir, c'est un obstacle médio-ventriculaire. Donc la CIV, elle tape dans le ventricule droit et progressivement, vous allez avoir un obstacle au milieu du ventricule droit qui va se faire. Et donc en fait, vous allez avoir un ventricule droit à double chambre. Et donc en dessous de la sténose médio-ventriculaire, vous allez avoir des pressions élevées et au-dessus des pressions basses, et donc dans l'artère pulmonaire aussi des pressions basses. Et donc c'est une lésion de jet qui fait comme si en tout cas physiologiquement, c'est comme si la CIV se fermait. Et puis, associé au CIV, vous pouvez avoir des insuffisances aortiques qui sont un critère de fermeture de CIV, ou vous pouvez aussi avoir des lésions qui donnent des membranes sous-aortiques. Donc évidemment, l'échographie c'est important, et le cathétérisme, on dit rarement ici dans nos pays où on a le doigt sur la couture et qu'on va faire une échographie tout de suite, mais dans les pays en voie de développement où ils ont moins accès à l'échographie, il n'est quand même pas infréquent de devoir faire des cathétérismes pour des CIV ou des CAV vieillis, dont on se dit, il va un peu mieux, peut-être pas qu'il est guéri, donc la maman ne dit pas, il va beaucoup mieux, mais il transpire un peu moins, il boit mieux, est-ce qu'on peut encore lui fermer sa CIV ou est-ce que c'est trop tard? Donc, quand vous avez des bébés avec des CIV, nous, on veut d'abord, avant de les opérer, se dire on a optimisé le traitement. Et si on a optimisé le traitement médical et que ça ne va toujours pas, on les opère. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs choses à faire qui vont améliorer quand même de manière significative les bébés. Ces bébés, ils ont un hyperdébit pulmonaire. Moi, j'ai tendance à expliquer aux parents que je vois en consultation, c'est comme s'ils faisaient un 100 mètres tout le temps. Donc, il respire vite tout le temps. Son cœur, il envoie du débit non nécessaire dans les artères pulmonaires tout le temps. Donc, il respire trop vite. Il transpire dès qu'il boit son biberon. Donc, il faut lui donner des calories. Il faut enrichir ses biberons. Il faut leur dire, vous fractionnez les repas. Non, non, non. La maman, elle dit, non, mais il fait ses nuits, docteur, il prend 4 repas. Non, non, non. Vous restez à 6 repas. Vous lui donnez des calories. Vous enrichissez son lait. Et c'est que comme ça qu'il va prendre du poids. On augmente la viscosité du sang. Vous savez bien qu'à 2 mois, les bébés, ils ont une anémie physiologique. Donc à ce moment-là, ils ont 10 ou 9 d'hémoglobine, leur sang n'est pas visqueux. Comme vous avez vu dans les toutes premières dias, le débit dans les vaisseaux, il est aussi fonction de la viscosité, donc ils ne sont pas visqueux, ils débitent à fond. Vous voyez, vous les transfusez, soit vous leur donnez du fer, mais soit vous êtes obligé de les transfuser, les parents ils vous disent « Oh docteur, il est transformé, il va beaucoup mieux ». Donc s'il y a moyen de gagner du temps, calories, fer, transfusion. Si ils ont de la congestion, c'est-à-dire qu'ils ont tout, que vous voyez qu'à la radio, il y a un gros infiltrat hilaire et que ça ne va pas, on peut donner du furosemide, on peut donner de la spironolactone pour passer le cap. Nous, en tout cas, quand ils sont des CIV larges et de l'hyperdébit pulmonaire, on les vaccine contre la bronchite AVRS en leur donnant du Synagis. Bien sûr qu'ils doivent avoir la vaccination optimale, mais ça, c'est comme tout le monde, je dirais. Nous, on ne donne jamais de digoxine à ces enfants-là. Et une fois qu'on a fait tout ça et que l'enfant continue à ramer, c'est bon.